Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction Yoboki, où une évaluation des dégâts des intempéries, où une délégation ministérielle s'est rendue pour évaluer les dégâts suite aux intempéries. Et enfin, dans l'actualité internationale, les Palestiniens reviennent chez eux pour trouver ruines et désolation à Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, à la suite de la précédente mission d'évaluation des dégâts causés par les intempéries, une délégation ministérielle composée du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Badon, et du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed Ibrahim, accompagné du préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdurroblé, du président du conseil régional, M. Mahad Hussein Ahmed, et du député de la région de Dikil se rendu jeudi dernier à Yoboki. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le sous-préfet par intérim, M. Idriss Hussein Abbas, et les chefs coutumiers de cette sous-localité. L'objectif était clair et simple de cette visite, était de constater et discuter avec la communauté locale des réalisations faites par le gouvernement et les projets en perspective. À cet effet, une réunion a eu lieu avec les leaders coutumiers, les chefs religieux ainsi que les maires de Yoboki. Cependant, les discussions avancées par la communauté ont porté sur le thématique de l'éducation, de la santé, du développement d'eau et les projets sociaux, économiques avant de soumettre leurs doléances. Sur ce, la communauté yobokoise a témoigné sa profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Merguele, pour avoir honoré les engagements pris lors de sa dernière visite à Yoboki et s'est satisfait des réalisations faites des projets en cours. Direction le Sud, cette fois-ci où samedi dernier, une campagne de grande ampleur de dons de sang s'est tenue sur l'esplanade de la préfecture d'Ali Sébié, organisée par l'association des jeunes du quartier du Château d'Eau, communément appelée par son sigle AJCD, en étroite collaboration avec la direction de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absi Oursama d'Ali Sébié, à sa tête Abraham Kidani et les autorités régionales. À cet effet, la direction de l'hôpital régional a dépêché sur place une ambulance clinique moderne de consultation médicale et l'ensemble du personnel soignant de son laboratoire d'analyse sanguine et tous les matériels sanitaires propices au recueil de dons de sang. Aux premières heures de cette matinée, des associations volontaires de bonne foi de toutes les catégories sociales ont pris d'assaut l'endroit pour offrir leur sang. Le ministre de la Santé, Ahmed Roble Abdillah, accompagné de la préfète adjointe, Saïda Wabri Assoui, du président du conseil régional d'Ali Sébié, Charmaki Hassan Alalé, et le député de la région d'Ali Sébié, ainsi que du directeur de l'hôpital régional, Dr Abraham Kiden, se sont rendus sur le lieu des temps de l'opération de récolte de dons de sang. Rappelons que les membres du gouvernement et les officiels ont montré l'exemple en offrant leur sang lors de la collecte de dons de sang qui s'est tenue à Ali Sébié. Et de son côté, le ministre de la Santé, M. Ahmed Roble Abdillah, a soutenu les initiateurs de cette campagne de dons de sang et les membres de la direction régionale. Il a félicité et remercié la direction de l'hôpital régional et le membre de l'association AJCD à tous ceux qui ont participé à cette campagne noble de donation de sang. Le ministre a rappelé qu'offrir son sang est bénéfique pour la santé du donneur comme celle du receveur. Le sang humain, a-t-il indiqué, se renouvelle périodiquement. Le don de sang est le plus grand geste de générosité, a-t-il fait savoir le ministre de la Santé. Tout à fait autre chose cette fois-ci, sous l'égide du ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, s'est tenue ce matin la réunion annuelle du CONTES, présidée par le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd. La réunion annuelle du Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Cette réunion a vu la participation des différents acteurs concernés, à savoir les syndicats des travailleurs djiboutiens et les secteurs privés. L'objectif principal de cette rencontre est de renforcer la gouvernance et la migration des main-d'œuvre à Djibouti. CONTES est une instance tripartite qui constitue une plateforme d'échange et de débat pour les partenaires sociaux, États, employeurs et représentants des travailleurs,
pour engager une concertation sur les questions relatives à la législation du travail. Eh bien, lors de cette rencontre, des textes étaient soumis à la réflexion. Il s'agit là du processus de ratification de la Convention 181 et aussi d'examiner le processus de développement de la stratégie d'immigration main-d'œuvre en application avec le travail de la République de Djibouti. Eh bien, selon la directrice des relations professionnelles, Mme Ikram Awale Farah, le représentant directeur régional du bureau des pays de l'OIT, Ephraim Gnet, a salué les efforts consentis de la République de Djibouti en matière de la gouvernance et de la migration des main-d'œuvre. L'objectif principal de cette rencontre est de renforcer la capacité des parties prenantes concernées par la migration des main-d'œuvre à Djibouti, en particulier le Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, afin de faire avancer le processus de ratification de la Convention 181 et de l'amélioration de la compréhension des participants sur les normes internationales du travail. Je suis tout particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin et profite de l'occasion qui m'est donnée pour souhaiter la bienvenue aux membres du CONTES, instance de dialogue et de concertation sur toutes les questions qui ont trait au monde du travail. La séance est particulièrement dédiée aux normes internationales ainsi que les droits fondamentaux afférents au travail. Notre pays est membre de l'OIT depuis son accession à la DMADAS et a ratifié pour ce peu plus de 68 conventions, dont 8 d'entre elles représentent le plus fondamental des conventions prioritaires, et sans oublier bien sûr un protocole relatif au travail forcé. Le point à l'ordre du jour est consacré à la ratification de la Convention numéro 581 concernant les agences privées de l'emploi APE. Ces prestataires ont été autorisés à intervenir sur le marché du travail à la faveur de la législation du travail qui a favorisé l'embauche proprement dit et a introduit la flexibilité et la souplesse pour les travailleurs. Néanmoins, force est de constater aujourd'hui que le département du travail a mis en évidence que certaines règles fondamentales du Code du travail n'ont pu être observées en matière de gestion de contrats à durée déterminée. Cette situation, qui fragilise en effet les employés des APE, nous conduit à remanier les dispositifs juridiques réglementant le cadre des APE par une convention collective entre les représentants des opérateurs et leurs employés. Celle-ci a été conclue sous l'égide du ministère du Travail. Autre actualité dans ce 22h, le ministère délégué chargé de la décentralisation organisé aujourd'hui un atelier de dialogue sur le plan de développement régionaux pour l'année 2021-2025. Il s'agit là des stratégies développées au niveau régional pour promouvoir la croissance économique, les infrastructures, l'éducation et d'autres aspects du développement. L'objectif de répondre aux besoins uniques de chaque région en mettant en œuvre des initiatives adaptées aux caractéristiques et aux défis de chaque région. Ces plans sont souvent conçus en collaboration avec les acteurs locaux pour garantir une approche globale et efficace du développement régional. L'atelier s'est tenu aujourd'hui au Campeski Palace et a réuni des personnalités influentes dont le ministre de la décentralisation, Kassim Haroum, la ministre des Affaires sociales, Mme Hloufa Ismaël Abdo, le ministre de l'Énergie, l'enseignement supérieur, les secrétaires généraux, des présidents du conseil régionaux, des parlementaires d'Expertise France, de l'Union européenne. L'atelier de dialogue aujourd'hui sur la planification de développement est une plateforme interactive qui rassemble diverses parties prenantes. Dans le monde, en mobilisant un montant croissant de fonds et en utilisant différents points d'entrée, par exemple le soutien aux politiques nationales, les initiatives ascendantes, mais aussi à travers des instruments divers. Les relations avec les autorités locales et leurs associations se sont également régulièrement intensifiées. En fait, l'Union européenne est communément appelée l'Europe des régions, et pour cause. Ceci est principalement dû au fait que nous sommes convaincus que la meilleure prestation de services aux populations locales peut être assurée principalement par les personnes les plus proches. Eh bien, cet échange permettra d'intégrer différentes perspectives, de rassembler des idées innovantes et de favoriser la collaboration pour élaborer des plans plus prompts, adaptés aux besoins spécifiques de chaque région. Écoutons-les. Dans le cadre du processus de développement local, je me réjouis personnellement d'être associé à cette réunion, Monsieur le ministre. Votre invitation qui honore l'institution que je préside consacre en même temps
la confiance que vous placez dans les missions de l'ANCLD. Mesdames, Messieurs, il me plaît maintenant de présenter l'ANCLD dans ses missions, activités, perspectives. En effet, l'Association nationale des collectivités locales, djiboutienne abrégée ANCLD, a été créée en 2016. Se résume à la promotion de la décentralisation et de la gouvernance locale. Depuis sa création, l'association a bénéficié de 2 projets financés par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones. Le premier projet européen d'appui aux autorités locales de Djibouti pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 a permis d'appuyer et d'opérationnaliser l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Le deuxième projet, participation de la société civile. Je remercie également l'ensemble de nos partenaires présents à cette réunion, malgré les invitations tardives, et en particulier l'Union européenne pour son engagement aux côtés de notre ministère en charge de la décentralisation dans le cadre du programme d'appui aux collectivités régionales et la promotion du développement économique des régions. Cette réunion de dialogue avec les partenaires techniques et financiers dans le cadre du processus de développement local est l'occasion pour nous de rester mobilisés pour la poursuite de nos actions conformément au plan cadre de développement régionaux adopté par le gouvernement. Eh bien, pour ces propos, écoutons à présent la ministre des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités mène pour sa part de nombreuses activités afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et la réduction des inégalités. L'ensemble de nos interventions s'inscrivent dans le développement et le renforcement de la décentralisation. En outre, en termes de couverture, je vais vous donner quelques chiffres. Dans le domaine des filets sociaux de sécurité, dans les 5 régions de l'intérieur de la capitale, plus de 240 000 individus ont été couverts par les transferts monétaires et les transferts en nature ou les distributions en nature, soit près de 42 700 ménages. Pour la capitale, plus de 100 000 individus sont couverts. Eh bien, les projets contenus dans le PDR sont identifiés comme étant prioritaires, indispensables pour assurer dans un moyen terme un développement des régions. En outre, ces projets issus sont tout à fait alignés sur les axes stratégiques du PND. Écoutons le ministre délégué chargé de la décentralisation. C'est pour moi un immense plaisir de prendre aujourd'hui la parole devant cet honorable et distingué public constitué en majorité des partenaires au développement. Des partenaires qui sont toujours prêts à répondre aux sollicitations du gouvernement et grâce à qui nous devons une partie des ressources utilisées pour le développement de notre pays. Malgré leur forte implication dans l'appui aux politiques publiques, les partenaires au développement, hormis l'Union européenne et l'Agence française pour le développement, se montrent très timides quand il s'agit d'appuyer le processus de la décentralisation et les collectivités territoriales. L'objectif de cet atelier est de faire connaître les atouts des régions et montrer aux partenaires au développement que les institutions décentralisées disposent de la maîtrise et qu'ils sont en mesure d'assurer leur développement si elles bénéficient de ressources suffisantes. L'État, malgré ses ressources limitées, a toujours accompagné le processus de décentralisation. Il a mis en place un cadre juridique favorable pour faciliter la mise en œuvre des processus de la décentralisation. Je peux citer à ces propos de nombreuses lois adoptées et surtout le fait qu'un code de collectivité territoriale a été élaboré sur un financement de l'Union européenne, que je remercie au passage. Le code qui se trouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour une adoption imminente. D'autre part, dans sa volonté d'assurer une autonomie financière aux conseils régionaux, l'État a mis à exécution une politique budgétaire et fiscale qui a amélioré de façon notable les ressources des conseils régionaux. Eh bien, notre équipe sur place à Kempinski a pu recueillir quelques réactions lors de l'atelier. Cet atelier, justement, a pour objectif d'instaurer un dialogue, une discussion avec les partenaires techniques et financiers autour des plans de développement régionaux. Qu'est-ce que le plan de développement régional? Donc, ce PDR vise justement à mettre
en avant donc, les projets de développement régionaux qui sont émis par la communauté. Donc chaque région a déjà planifié et ce projet de développement régional a été aussi validé par ce qu'on appelle le CCDR, donc le comité de coordination du développement régional. Donc le ministère délégué chargé de la décentralisation travaille dans le sens d'appui, de consolidation du processus de la décentralisation. Donc quand on parle du plan de développement régional, nous pouvons dire que le ministère, pour le ministère, c'est important. Donc c'est un outil stratégique sur le développement sur le long terme de nos régions. Pourquoi ? Parce que dans le PDR, justement, chaque région a élaboré, a sélectionné tous ceux qui sont comme projets prioritaires afin de répondre justement aux besoins de la région, aux besoins des gens qui habitent dans les communautés les plus reculées possibles. Autre actualité au Kempinski Palace, cette fois-ci, c'est le ministère délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation qui a organisé aujourd'hui au Palace Kempinski une table ronde pour présenter les besoins de financement de Djibouti pour le numérique. De nombreuses personnalités du haut niveau ont pris part à la table ronde, dont la ministre de l'économie numérique, Mme Hamadou, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Mousdouale, des représentants des institutions nationales et internationales, dont la représentante du PNUD. Lors de l'événement, la feuille de route de l'économie numérique a été présentée, qui prévoit la mise en œuvre de 150 projets d'ici 2030. Ces projets visent à faire de Djibouti un leader de la transformation numérique en Afrique de l'Est. Le coût total de ces projets est estimé à 840 millions de dollars. La ministre a appelé les investisseurs internationaux et nationaux à soutenir cette initiative qui est essentielle pour le développement économique et social de Djibouti. La table ronde est suivie d'une série d'échanges entre les participants qui ont discuté des possibilités de collaboration et de financement. La table ronde d'aujourd'hui, un événement primordial pour l'avenir de Djibouti. Elle marque le début d'une nouvelle phase dans le développement de l'économie numérique du pays. Pour stimuler le développement économique, renforcer les capacités institutionnelles et améliorer in fine la qualité de vie des citoyens. Et au PNUD, je pense pour l'ensemble des systèmes des Nations Unies également, nous croyons fermement que Djibouti, en embrassant pleinement cette transformation numérique, peut réaliser des progrès significatifs et rapides vers les objectifs de développement durable. Eh bien, ce projet vise à faire de Djibouti un leader de la transformation numérique en Afrique de l'Est. Écoutons le ministre des Finances. Djibouti, bientôt, vont atterrir des membres de GAFAM, en particulier Facebook et Google, atterriront leurs câbles à Djibouti. Donc, pour nous, c'est très naturel que nous puissions réfléchir autour de l'usage optimal de ces infrastructures. Il y a plusieurs piliers avec des fondations. Les montants que vous voyez de 800 millions de dollars, presque 1 milliard de dollars, ce n'est pas Djibouti qui va investir en tant que gouvernement. L'essentiel de ces investissements vont se faire à travers le secteur privé. Donc, mon premier message aujourd'hui est on a besoin que les investissements directs étrangers, et en particulier des pays que vous représentez, des groupes de pays, je parle ici par exemple de Global Gateway de l'Union européenne, mais également au niveau bilatéral. Donc le secteur privé, son secteur privé est très bienvenu à travers ce portefeuille de projets disponibles. Deuxièmement, c'est de voir des investissements directs de la région. Au niveau de la région, en particulier du Moyen-Orient, il y a une dynamique exceptionnelle qui est en train de s'observer. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, le Koweït, le Bahreïn étaient déjà sur la scène, sont tous en train de faire des efforts considérables en termes de transformation, et on le constate. Le Moyen-Orient et la Corne de l'Afrique sont devenus un seul bloc stratégique géopolitique.
Donc ce sont les investissements également de ces pays qui nous intéressent à différents titres. Eh bien, la ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation a appelé les investisseurs internationaux et nationaux à soutenir cette initiative. Écoutons-la. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui la stratégie ambitieuse Smart Nation qui témoigne de la forte volonté politique de Djibouti de développer le numérique. Cette initiative est le résultat d'un effort participatif impliquant divers acteurs clés avec l'objectif de transformer en profondeur notre société et notre économie grâce au numérique, avec un accent particulier sur l'emploi, l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous nous trouvons à un moment charnière où le diagnostic a révélé des défis importants, mais aussi des opportunités immenses grâce à notre position stratégique, renforcée par la présence des 10 câbles sous-marins. Djibouti a le potentiel de devenir un hub numérique régional. Pour y parvenir, il était essentiel de surmonter des obstacles tels que le déficit en infrastructures, des data centres et en capital humain qualifié dans le numérique. La feuille de route repose sur des piliers stratégiques solides visant à développer un gouvernement digital, stimuler l'économie numérique, digitaliser les secteurs traditionnels et promouvoir une participation citoyenne active. Ces piliers sont appuyés par des axes transversaux comme le renforcement du cadre légal, la souveraineté numérique, l'excellence dans les compétences numériques, l'expansion des infrastructures de connectivité. Approuvée en avril 2023 par décret présidentiel, la feuille de route est désormais la stratégie nationale de l'économie numérique. Pour assurer un pilotage stratégique efficace, il a été établi un haut conseil supérieur présidé par le président de la République. Cette instance clé se réunira prochainement pour lancer officiellement la mise en œuvre de la feuille de route et prioriser les actions stratégiques. Pour cela, il était important de mobiliser des ressources nécessaires et d'encourager nos partenaires à nous accompagner dans cette initiative. Fait divers, cette fois-ci, une agression physique à l'arme blanche s'est tenue dans le quartier de Hayablé, dans la commune de Balbala. Eh bien, pour plus de précisions, écoutons le sous-lieutenant de la police criminelle. La soirée du 18 novembre 2023, aux alentours de 23h45, la brigade criminelle a été avisée d'une agression physique à l'arme blanche contre 2 jeunes garçons à Balbala, dans le quartier de Hayablé. Dans un premier temps, 3 délinquants ont extorqué un téléphone portable à une jeune fille assise devant chez elle. Suivis par les clameurs publiques, les 3 délinquants ont pris la fuite. Lors de cette fuite macabre, un de 3 a agressé grièvement un jeune garçon qui a rencontré son agresseur d'une manière fortuite. Et ce dernier a continué son chemin. La deuxième victime, quant à elle, a tenté d'arrêter le meurtrier et après une lutte corps à corps, un deuxième délinquant est venu au secours de son ami et a poignardé la deuxième victime. Les 2 ont été aussitôt conduits à l'hôpital Chéro. Quelques heures après, le premier homme a succombé de suite de ses blessures. Dans la nuit même, plusieurs opérations de rafles de grande envergure ont été effectuées par tous les éléments de la police nationale. Ces opérations ont permis l'arrestation de plus de 200 personnes qui ont été conduites au centre de tri et de transit de Nagan. Les investigations minutieuses menées par les enquêteurs de la brigade criminelle dans le cadre de cette affaire ont permis d'explorer plusieurs pistes en vue de parvenir rapidement à l'interpellation des auteurs de ces faits de nature criminelle. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'Agence nationale des personnes handicapées qui a lancé ce matin un atelier
des colloques sur la revue à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap en partenariat avec le PNUD, l'UNICEF, au Palais du Peuple. Eh bien, ce colloque s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'handicap. Pour réaliser cette revue à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap, l'ANPH a fait appel à l'Institut de recherche indépendante de la Corne d'Afrique, IRICA. Cet atelier de réflexion a réuni ces colloques et a réuni le secrétaire général du gouvernement, M. Al-Mis Mohamed, le directeur général de l'ANPH, M. Doual Sirit Mahmoud, le président de la commission des droits de l'homme, M. Ali Soubana Ataye, les partenaires techniques et financiers de l'ANPH, les associations personnes handicapées et les chercheurs de l'Institut IRICA. Eh bien, comme je vous le disais, ces colloques thématiques ont pour objectif d'évaluer l'avancée vers l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale du handicap en discutant des réalisations, ainsi identifier les défis rencontrés et de formuler des recommandations. Écoutons le secrétaire général du gouvernement, M. Al-Mis Mohamed Abdoulaye. Mesdames et messieurs, en 2010, notre pays s'est engagé en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes à besoins spéciaux. À travers cette ratification, nous avons signifié l'engagement de Djibouti, de la République de Djibouti, à protéger les droits fondamentaux des personnes à besoins spéciaux, à éliminer tous les obstacles les empêchant de participer pleinement à la vie sociale et économique de notre pays, tout en promouvant leur bien-être. 11 années plus tard, lors de l'examen périodique des Nations Unies, notre pays a été salué pour les progrès accomplis dans l'amélioration de la prise en charge des personnes à besoins spéciaux. Ces satisfecits nous obligent pour autant et ne doivent pas nous faire oublier le chemin important qu'il reste à parcourir. C'est ainsi que 2 mois après cet examen, le législateur a confié à l'ANPH la mise en œuvre de la stratégie nationale sur le handicap 2021-2025. Cette stratégie a été longuement discutée par tous les acteurs publics pendant plus d'1 année, par tous les acteurs associatifs, par la société civile, ainsi qu'avec le PTF, et a fait l'objet donc d'un travail collaboratif. 1 année plus tard, soit en décembre 2022, le législateur a créé un fonds dédié à l'handicap. Comme l'a souligné le directeur de l'ANPH, ce fonds, qui a été créé à la fin de l'année dernière, a déjà permis la mobilisation pour l'exercice 2023 et au mois d'octobre de plus de 200 millions de francs. À la fin de l'année, normalement, nous devrions atteindre 250 millions de francs. Cet effort, dans un contexte budgétaire tendu, mérite d'être souligné, tout comme la décision de maintenir ce niveau de mobilisation pour les années à venir. Retour à l'hôtel Kempinski où un autre atelier sur les mécanismes et la conception d'une éventuelle taxe carbone a été organisé par le ministère du Budget en collaboration avec le PNUD, présidé par le secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Bratou, et a vu la participation du directeur général des impôts, M. Mohamed Moussa Roblé, du représentant adjoint du PNUD, ainsi que des cadres du ministère du Budget. L'objectif est de renforcer l'outil, s'est doté d'un bon arsenal législatif et dispositif juridique approprié pour pouvoir mettre en place une nouvelle taxation qui répondra à l'adhésion de l'ensemble des opérateurs et des citoyens sur le principe pollueur-payé. La journée d'hier a été réservée à la Direction générale des impôts. Les experts du taxe global vont pouvoir présenter une présentation des pratiques internationales en matière de fiscalité de carbone. La Direction générale des impôts a de son côté présenté des législations. Le représentant adjoint du PNUD s'est réjoui de ce partenariat qui contribuera, a-t-il dit, à instaurer la nouvelle taxation de carbone. À l'objectif du développement durable 13, financement pour le climat. Nous sommes réunis ici dans un moment déterminant où la communauté internationale reconnaît de plus en plus l'urgence d'agir contre le changement climatique. La taxe carbone émerge comme l'un des outils les plus efficaces pour inciter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en mobilisant des ressources financières essentielles pour soutenir les initiatives pour l'action climatique. Le directeur général des impôts a présenté la législation existante
sur les énergies fossiles. Écoutons-le. Djibouti, à l'instar des autres pays en développement et de nos pays développés, il y a un certain nombre de taxes qui existent déjà, sur lesquelles la mise en place de la taxe carbone se base. Et ici, à Djibouti, il y a la TIC qui est en vigueur, la taxe intérieure sur la consommation, la TVA, aussi, pour la détermination des prix des produits pétroliers, il y a une contribution de l'Union africaine. Les références sur lesquelles se base pour déterminer le prix des produits pétroliers, il y a aussi les droits d'assises et surtaxes. Il y a un ajustement à la pompe qui est fait sous forme de péréquation. Et au-delà de ça, il y a une législation, un début de législation qui se rapporte à tout ce qui a rapport à la production et à la distribution de l'énergie renouvelable. Pour ce qui concerne la TIC, c'est une taxe qui est supportée, c'est une droit de porte. Elle a fait l'objet d'un amendement en 2014 par la loi de finances 2014 et c'est une taxe due sur l'ensemble des marchandises qui varie de 0 à 23%, qui est calculée sur la valeur des marchandises importées. Eh bien, pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général du ministère du Budget. Aujourd'hui, nous sommes là parce que pour voir les aspects fiscaux, les aspects de la taxation de cette nouvelle taxe carbone, que éventuellement nous pourrions travailler dessus pour pouvoir la mettre en place après, bien entendu, analyse et concertation avec les différents acteurs et départements concernés dans les meilleurs délais. Mais le principal objectif de cet atelier aujourd'hui et surtout de cette mission de l'équipe d'experts que nous tenons à remercier le plus chaleureusement possible pour la promptitude et la disponibilité et l'amabilité qu'ils nous ont fait de venir rapidement pour nous expliquer cette nouvelle imposition. Aujourd'hui, l'atelier a pour but de s'imprégner pour l'ensemble des membres et responsables et cadres de la DGI de cette taxation. Bien entendu, nous aurons aussi les ateliers de lundi et mardi où il sera question d'échanges plus élargis. Et nous espérons sortir de cette semaine de séminaires et de formations plus renforcés et plus outillés parce que, in fine, l'objectif final, c'est de se doter d'un bon arsenal législatif et des dispositifs juridiques appropriés pour pouvoir mettre en place cette nouvelle taxation qui, nous l'espérons, saura répondre aux préoccupations de l'ensemble de nos autorités et également à obtenir l'adhésion de l'ensemble des opérateurs, des citoyens de Djibouti, parce que le principe sera du pollueur-payeur. Et effectivement, c'est toujours difficile au tout début dans la mise en place d'une nouvelle taxe, mais nous espérons, donc, avec cette formation et le renforcement des capacités qui s'en suivra, bénéficier d'un maximum d'outils et de dispositifs nous permettant d'aller de l'avant dans cette transition écologique. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi après la cérémonie officielle d'hier dans le cadre de la journée des statistiques africaines. Une cérémonie solennelle a marqué la remise des diplômes aux lauréats de la formation d'ingénieurs statisticiens de l'ANCE Dakar. Cet événement revêtait une signification particulière dans le contexte des premiers fruits de la réforme statistique où l'investissement dans la formation des professionnels qualifiés est essentiel pour garantir des données fiables et pertinentes. En effet, le choix stratégique d'envoyer des ingénieurs et statisticiens djiboutiens se former à Dakar témoigne de l'engagement continu du gouvernement envers l'amélioration de la qualité des données statistiques. De ce fait, cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la statistique, confirmant ainsi la volonté de Djibouti de rester à la pointe de l'innovation statistique en Afrique. Pour ces ingénieurs et statisticiens, le programme de la formation l'ANCE Dakar a offert une expertise de premier plan en matière de statistique et l'ingénierie, deux domaines cruciaux dans la réforme
statistiques. Les lauréats, désormais ingénieurs, statisticiens, diplômés, sont entrés avec des compétences approfondies et une compréhension pointue des défis et des opportunités liées à la collecte et l'analyse des données. Ainsi, cette cérémonie de la remise des diplômes a été une reconnaissance formelle de l'achèvement réussi de leur parcours de formation. Les lauréats ont non seulement acquis des compétences techniques avancées, mais ont également été exposés aux dernières avancées méthodologiques et technologiques dans le domaine des statistiques. L'attente vis-à-vis du projet de renforcement des capacités statistiques. Monsieur le Premier ministre, chers invités, les pouvoirs publics, à l'occasion de la réforme du système statistique national initiée en 2004, ont doté le Sénégal d'une institution académique apte à assurer la formation initiale et le perfectionnement des ressources humaines en statistique pour le Sénégal et les pays africains partenaires. L'ENSAE est devenue aujourd'hui une référence africaine attestée par les institutions pairs dans la formation de cadres supérieurs en statistiques appliquées en économie quantitative. Direction le Sud, où la solidarité palestinienne, pièce jaune pour les jeunes de Gaza, premier versement du fonds récolté au CDCE d'Ikil et Mouloud. L'initiative de solidarité pour soutenir la cause palestinienne prend une ampleur significative dans la région de Dikil. Depuis plusieurs jours, le comité jeune chargé de l'organisation du Collège des Fonds s'est mobilisé activement pour orchestrer une opération de solidarité collective remarquable. La première phase d'opération de solidarité participative s'est soldée par une réussite. Ce geste de solidarité collective s'est en effet concrétisé par le premier versement bancaire de fonds conséquents dédiés au peuple frère ce dimanche 26, marquant ainsi l'engagement de toutes les communautés et localités de la région de Dikil. La mobilisation lors de cet événement fut autant plus renforcée par la présence des autorités de la région, telles que le préfet, le président du conseil régional, ainsi que des membres influents du comité des Mouloud et des jeunes. Ensemble, ils ont assisté au versement de fonds collectés au compte de Salam Bank, spécialement attribué à cet effet. Ce premier versement devient ainsi le symbole de l'unité, du soutien apporté à la solidarité palestinienne. Le fonds récolté n'est qu'une première réponse collective à l'appel du président de la République, son Excellence Ismaël Merguelé. En effet, l'initiative se poursuivra dans les jours à venir. Et enfin, ce versement de fonds solidarité est également un acte fort mettant en évidence la capacité de la jeunesse à se rassembler autour des causes justes et humanitaires. Le 1er novembre 2023, pour la solidarité des Palestiniens, pièce jaune à Gaza, la région de Dikil a pris part à cet événement et ils ont collecté de l'argent dans le CDC et dans l'ensemble de la région. Et cet événement a pris part les jeunes, les moins jeunes, les femmes, l'UNFD et aussi, sans oublier aussi, le comité des Mouloud aussi, ils ont pris. Jusqu'à dans la localité, sous-localité, on attend beaucoup de ce geste qui est vraiment une solidarité, qui est vraiment solidaire. Un grand remerciement à tous les participants qui sont donnés les efforts pour amener quelque chose pour notre peuple palestinien. Et enfin, dans le cadre de la lutte contre la contrebande sur toutes ses formes et agissant sur des renseignements regroupés, les enquêteurs de l'escadron de la sécurité routière de PK12 ont intercepté un quadricycle transportant des marchandises de contrebande à la cité Nassib. Lors d'une perquisition effectuée dans un quadricycle, les gendarmes ont saisi 21 cartons de cigarettes de marque Royal Benson, des médicaments composés des cartons de Glofil, des Bélief, des cartons de Macmol, des cartons de Ricopol, des Glostream, ainsi que des produits cosmétiques composés des cartons de Toronovat et des Glocylines. Ces cigarettes, médicaments et produits cosmétiques dont la vente est prohibée à Djibouti ont été introduits frauduleusement dans le territoire national et ces agissements nuisent gravement à l'économie nationale. Les auteurs des faits ont été arrêtés puis placés en garde à vue pour l'enquête. À l'issue, ils seront traduits devant la justice afin de répondre de leurs actes. Il est demandé aux commerçants de ne pas introduire illégalement ces produits ou médicaments sur le territoire national. Dans le cas contraire, ils s'exposent à des poursuites judiciaires et seront sévèrement sanctionnés. Et dans l'actualité internationale, le ministère qatari des Affaires étrangères et la résistance du Hamas ont annoncé ce soir qu'un accord avec la partie israélienne a été conclu concernant la prolongation de 2 jours supplémentaires de la trêve
humanitaire dans la bande de Gaza. Eh bien, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majid Al-Ansari, a déclaré sur la plateforme X que le Qatar annonce qu'un accord a été conclu pour prolonger la trêve humanitaire de 2 jours supplémentaires dans la bande de Gaza et dans le cadre de la médiation en cours entre la résistance du Hamas et Israël. De son côté, la résistance du Hamas a annoncé dans un bref communiqué publié sur Telegram qu'il a été convenu avec le Qatar et l'Égypte de prolonger la trêve humanitaire temporaire de 2 jours supplémentaires avec les mêmes conditions appliquées lors de la première trêve. Nous restons toujours au Proche-Orient où le retour des Palestiniens chez eux à Gaza suite à la trêve 4 jours a révélé un paysage dévasté dans la région du Nord et centrale Gaza. De nombreux habitants ont trouvé leurs maisons détruites ou en décombres. Des dégâts étaient si importants que certains n'avaient même pas imaginé une destruction d'une telle ampleur. Les résidences bourgeoises ont confronté à des bombardements intensifs de l'armée israélienne au cours des derniers mois et ont été contraints de se réfugier dans des camps de Nuruzit, puis à l'ouest. C'est tout. Ces destructions ont été décrites comme inimaginables avec un jeune homme expliquant. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.